Principe de la conservation de la quantité de mouvement, كمية الحركة. La quantité de mouvement d'une particule est définie comme le produit de sa masse par sa vitesse. La quantité de mouvement, كمية الحركة, c'est un vecteur qui est égal à la masse qui est un scalaire par un vecteur qui est de la vitesse. Donc, c'est des kilogrammes mètres par seconde. Voilà. La quantité de mouvement est une grandeur vectorielle. Possède la même direction que la vitesse, bien sûr, puisque P est proportionnel à V, donc elle a la même direction que la vitesse. Combine les deux éléments qui caractérisent l'état dynamique d'une particule, la masse et la vitesse. Elle fait intervenir la masse, qui est l'inertie du point matériel, et sa vitesse. Le principe d'inertie peut être formulé ainsi. Dans un référentiel inertiel, une particule libre a une quantité de mouvement constante en module et en direction. Donc, le principe, la première loi de Newton ou le principe d'inertie, en utilisant la quantité de mouvement. Donc, si la vitesse est constante, la quantité de mouvement est constante. Donc, dans un référentiel inertiel galiléen, une particule libre a une quantité de mouvement constante en module et en direction. Tant que on n'exerce pas de force sur cette particule, donc sa quantité de mouvement est constante. Soit elle est nulle si la particule est à l'arrêt, soit elle est constante si la particule est en mouvement uniforme. Donc pour un ensemble de particules, donc la quantité de mouvement d'un ensemble de particules, c'est la somme des quantités de mouvement de chaque particule. Donc c'est la somme du produit masse de la particule fois la vitesse de la particule est égale à la somme masse de la particule fois la vitesse de la particule, c'est la dérivée de son vecteur position. Donc, la dérivation par rapport au temps est indépendante de la sommation, je peux la faire sortir si la masse est constante. Donc, c'est la dérivée par rapport au temps de la somme de la masse fois le vecteur position. Donc, je suppose que la masse est constante. Donc, la somme, et on sait que cette somme-là, la masse fois OMI, ce n'est que la masse totale fois la position du centre de gravité. C'est M total fois OG. J'introduis la dérivée par rapport au temps, ça me donne la masse totale fois la dérivée de la position du centre de masse par rapport au temps, et ça c'est la vitesse de G. Donc, la quantité de mouvement d'un ensemble de particules ou bien d'un solide, ce n'est que la masse totale du solide ou des particules que multiplie la vitesse du centre de gravité ou la vitesse du centre de masse. Donc, P égale à la somme des PI est égale à la masse totale que multiplie la vitesse du centre de masse. MT étant la masse totale, VG étant le vecteur vitesse du centre de masse, OG le vecteur position du centre de masse, sachant que OG c'est 1 sur la masse totale, somme des MI fois OMI. La quantité de mouvement d'un système matériel isolé, mazoul, dans un référentiel inertiel est constante en module, en sens et en direction. Donc, dans un référentiel inertiel, si le système est isolé, mazoul, donc, soit il a une vitesse constante, soit il est à l'arrêt, donc sa quantité de mouvement est une constante. Dans une collision entre deux particules, إذا صارت تصادم entre deux points matériels, avant le choc, j'ai la quantité de mouvement des deux points, c'est P1 plus P2. Et après le choc, la quantité de mouvement de la particule 1, c'est P1 étoile. Et la quantité de mouvement de la particule 2, c'est P2 étoile. Donc, j'ai P1 plus P2 avant le choc, P1 plus P2 après le choc. La conservation de la quantité de mouvement permet d'écrire. Donc, si le système P1 plus P2 est isolé, alors P1 plus P2 avant choc égale P1 plus P2 après choc. Donc, P1 après choc moins P1 avant choc est égal à moins, donc moins P2 après choc moins P2 avant choc. Ça donne donc delta P1, donc après choc moins avant choc, ça fait delta P1, est égal à moins delta P2. Donc la variation de la quantité de mouvement de la particule 1 est égale à moins
la variation de la quantité de mouvement, 2. Puisque le système est isolé, donc tout ce qui se perd comme quantité de mouvement en P1, on le retrouve en P2. Ou et inversement. Donc delta P1 plus delta P2 égale à 0 vectoriellement. Delta P est la variation de la quantité de mouvement pour une particule entre deux instants T1 et T2. Donc dans un choc parfait, si le système P1, P2 est isolé, donc la variation de la quantité de mouvement de la particule 1 plus la variation de la quantité de mouvement de la particule 2 est nulle. Relation entre la force et la quantité de mouvement. La force est égale à la variation dans le temps de la quantité de mouvement. Oui, en effet, nous avons la force qui est égale à la masse fois l'accélération, alors que est égale à la masse fois la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Donc, si la masse est constante, j'écris la dérivée par rapport au temps de mv. Donc, je vais introduire le m devant le v. Et ça, c'est la quantité de mouvement. Donc, c'est dp dt. Donc, la force, ce n'est que la variation de la quantité de mouvement par rapport au temps. Ou bien, c'est la deuxième loi de Newton, ou bien la relation fondamentale de la dynamique. Je peux écrire somme des forces égale ma, comme je peux écrire somme des forces égale dp dt. Dans une interaction entre deux particules, nous avons un échange de quantité de mouvement. Nous avons vu que si le système de deux particules P1 et P2 était isolé, alors delta P1 égale moins delta P2 avant choc, après choc. Donc, F1 est égal à delta P2 sur delta T est égal à moins F2 qui est égal à delta P1 sur delta T. Donc, la force F1 qui va changer la quantité de mouvement de la masse de la particule 2, c'est delta P2 sur delta T. Et c'est égal à moins la force F2. Donc la force F2, c'est l'action de la particule 2 sur la particule 1 et qui est égale à la variation de la particule 1 par rapport au temps. Alors l'équation différentielle de mouvement. L'équation différentielle du mouvement d'une particule de masse m est une expression mathématique qui relie les trois paramètres cinématiques du mouvement, la position, la vitesse et l'accélération. L'expression générale de l'équation du mouvement en unidimensionnel, c'est ax2 points plus bx point plus cx est égal à les forces extérieures, est égal aux forces extérieures dépendant du temps. Donc si nous avons des forces extérieures qui agissent sur la particule qui dépendent du temps, donc la relation entre ces paramètres cinématiques, la position, la vitesse et l'accélération, ça va être cette équation-là. A, B et C sont des constantes à déterminer en fonction des conditions initiales. L'accélération est déduite de la relation fondamentale de la dynamique. Donc on utilise la relation fondamentale de la dynamique ou bien la deuxième loi de Newton pour calculer l'accélération. Une fois j'ai l'accélération, j'intègre pour avoir la vitesse, j'intègre une autre fois pour avoir la position et en fin de compte, j'aurai l'équation de mouvement. Premier exemple, on va prendre le cas d'un système masse-ressort et on va essayer de déduire l'équation différentielle de mouvement. Donc, nous avons un corps de masse m fixé à un ressort. Quand on déplace la masse de sa position d'équilibre, donc on commence à osciller. Donc, s'il n'y a pas de frottement, le mouvement est éternel. Ça veut dire que l'amplitude ne change pas et la masse va continuer à osciller, à monter, descendre indéfiniment. Mais si on ajoute de l'amortissement du frottement, l'amplitude de la vibration de la masse va diminuer progressivement jusqu'à l'arrêt complet de la masse ou bien jusqu'à ce que l'amplitude soit nulle. Alors, la représentation schématique du système masse-ressort-amortisseur est donnée sur ce dessin. Donc, j'ai mon corps de masse M qui est fixé en un ressort de constante K. Et l'amortissement, les forces de frottement autour de M ou bien le frottement visqueux est représenté par ce système-là, le système du piston de constante C. Donc, je vais isoler ma masse M, je vais la transformer en poids matériel. Sur cette masse-là agissent une force extérieure vers le bas et vous avez les deux forces élastiques et de frottement qui sont opposées, qui s'opposent toujours au mouvement. Donc, la force élastique, c'est la constante du ressort fois le déplacement, force de rappel du ressort. On appelle force de rappel parce qu'elle est toujours opposée au mouvement. Et la force de frottement aussi, qui est toujours opposée au mouvement.
donc la force de frottement ou d'amortissement qui est égale à la constante du piston que multiplie la vitesse. On va voir plus tard dans le cours que les forces de frottement visqueux sont proportionnelles à la vitesse de déplacement du poids matériel. Alors, projection sur l'axe OX, donc je vais mettre un axe OX en bas, comme ça j'aurai F de t positive. Donc, j'applique la deuxième loi de Newton ou la RFD. Donc, la masse fois l'accélération est égale F de t positive moins Cx au point négatif moins Kx négatif. Je transpose ces deux termes-là à gauche, ça me donne mx2 point plus cx point plus kx égale F de t. Et c'est l'équation différentielle du mouvement oscillatoire d'un système masse-ressort-amortisseur. Maintenant, on va passer à une autre propriété cinétique qui est liée au mouvement de rotation de M autour d'un point. Donc, si le point M est en mouvement et il a une certaine vitesse et une certaine quantité de mouvement mv, donc comme mv est un vecteur, donc on peut calculer son moment par rapport à un point O de l'espace en utilisant le vecteur OA. Donc le vecteur OA, c'est le vecteur position. Donc R vectoriel mv va me donner le moment cinétique, l'azm al-haraki. Donc l'azm al-haraki, ce n'est que le produit vectoriel du vecteur position par la quantité de mouvement, R vectoriel P ou bien R vectoriel mv. Le moment cinétique est pour la rotation ce que la quantité de mouvement est pour la translation. Donc, quand un point matériel est en mouvement de translation, donc on utilise sa quantité de mouvement mv pour calculer son accélération. Et la même chose, quand le point matériel est en rotation autour d'un point, on va utiliser son moment cinétique pour calculer son accélération angulaire, ou bien sur'a zawiya. Donc, nous avons deux quantités cinématiques qui sont la quantité de mouvement et le moment cinétique, kemiyat al-haraka ou l'azm al-haraki. Donc, la conservation de la quantité de mouvement, elle traduit l'homogénéité de l'espace. L'homogénéité ou tajanus al-fada. Ça veut dire quand un point est en mouvement rectiligne, donc si sa vitesse est constante, sa quantité de mouvement reste constante. Donc, dans le cas où sa quantité de mouvement change, ça veut dire que si la quantité de mouvement change, ça veut dire que le poids matériel a subi une force quelconque, par exemple une force de frottement. Donc, l'homogénéité de l'espace, c'est quand on avance, quand le poids matériel avance dans l'espace. Donc, s'il n'y a pas de force qui agit sur le point, telles que les forces de frottement, sa quantité de mouvement reste constante. Alors que la conservation du moment cinétique, elle traduit l'isotropie de l'espace. L'isotropie de l'espace, c'est les propriétés ou bien c'est une forme d'homogénéité en rotation. Ça veut dire quand le point matériel tourne autour d'un point, donc son moment cinétique, tant que sa quantité de mouvement est constante, son moment cinétique restera constant. Nous avons vu que la dérivée de la quantité de mouvement, c'était la masse fois l'accélération. On va dériver maintenant le moment cinétique par rapport au temps. Donc, la dérivée de L par rapport au temps, c'est la dérivée de R vectoriel P par rapport au temps. Donc, la dérivée de R par rapport au temps, c'est R point, c'est la vitesse. Vitesse vectorielle mv, donc V et V sont parallèles, donc c'est 0. Plus R vectoriel, la dérivée de P par rapport au temps, c'est M1. Donc, R vectoriel M1. Et M1, c'est une force. C'est la somme des forces. Si vous voulez, d'après Newton, c'est la résultante des forces. Donc, R vectoriel F. Et ça, c'est un moment. Donc, la variation du moment cinétique par rapport au temps, c'est les moments appliqués, les moments des forces appliquées au point matériel. Si le moment cinétique est constant, et dans ce cas-là, il n'y a pas de moment qui agisse sur la particule M, et j'aurai dl dt est égal à 0. Donc, ça c'est la deuxième partie, si vous voulez, de la loi de Newton pour les points matériels, pour la rotation. Donc, on va traduire, on va dire que la dp dt égale à m1, c'était la première partie de la deuxième loi de Newton pour les mouvements de translation. Et pour les mouvements de rotation,
La deuxième partie de la deuxième loi de Newton, c'est dl dt qui est égal à la somme des moments des forces extérieures. Donc on peut dire que la somme des forces extérieures, c'est la dérivée de la quantité de mouvement par rapport au temps. Et la somme des moments des forces extérieures, c'est la dérivée du moment cinétique par rapport au temps. Donc, le moment cinétique d'un point matériel est conservé si la somme des moments des forces extérieures appliquées au point matériel est nulle. dl dt égale à 0, ça veut dire que la somme des moments des forces extérieures appliquées au point M est nulle. Application de la relation fondamentale de la dynamique ou bien la deuxième loi de Newton aux forces externes. D'abord, on va définir les types de forces externes. Donc, les forces externes, nous avons les forces de contact et les forces à distance. Donc, les forces de contact, il faut qu'il y ait contact pour qu'elles agissent. Et les forces à distance, c'est des forces qui s'appliquent sans contact. Donc, ce qu'on appelle les forces champ. Les forces de contact, nous avons la force de frottement ou de traction. Donc, nous avons les forces de frottement, les forces de traction, compression. La pression d'un gaz, donc c'est une force externe de contact, puisqu'il faut presser, donc il faut appliquer une pression sur un solide pour avoir une pression. La force impulsive ou bien l'impulsion, donc l'impulsion c'est une force qui s'exerce pendant un temps très court, donc qui peut avoir une amplitude très grande. Donc elle augmente, ensuite elle diminue sur un temps très court. Et les forces élastiques. Donc les forces impulsives telles que les chocs, donc quand on veut produire un choc, on applique une force impulsive. Et les forces élastiques telles que les forces dans le ressort. Alors les forces à distance ou bien les forces champ, nous avons le champ gravitationnel, nous avons vu que le champ gravitationnel il agit à une distance r. Les champs électromagnétiques, donc produites par exemple la circulation d'un courant électrique dans un conducteur, ou bien les champs magnétiques générés par des matériaux ferromagnétiques ou des matériaux qui peuvent produire des champs magnétiques. Alors, les forces de contact entre deux solides. Donc, nous avons des forces de contact entre deux solides sont des forces externes. Par exemple, vous avez cette brique-là qui repose sur le sol. Donc, la force, le poids du solide. Donc, F solide par rapport au sol, c'est le poids exercé par le solide sur le sol. Et j'ai la force sol par rapport au solide. Donc, le sol exerce une réaction sur le solide. Donc, F, c'est une action, c'est une force externe. Et F sol par rapport au solide est une réaction. Et c'est aussi une force externe. Donc, F, la force exercée par le solide sur le sol est égale à moins la force du solide sur le sol. Alors, quand le sol est incliné, donc quand le sol est incliné, la force, la réaction se décompose en deux parties. Une partie normale et une partie tangentielle. La partie normale est appelée N, la partie tangentielle est appelée T. Et la somme des deux, N plus T, ça donne R. Donc R est toujours opposé à P. Dans ce cas, cette brique, donc T est une force de frottement qui maintient la brique pour qu'elle ne descende pas. Donc si le frottement ici n'est pas important, T est faible, donc la brique va descendre, va prendre une accélération vers le bas. Donc pour s'assurer que la brique ne descende pas, il faut qu'il y ait suffisamment de frottement entre le sol et la brique. Sinon, il faut utiliser un câble ici pour maintenir la brique pour qu'elle ne quitte pas sa position. Donc ça, c'est des forces externes de contact. Alors, les forces de frottement. Les forces de frottement aussi, c'est des forces externes de contact. Donc, dans un mouvement, le frottement est la résistance du milieu environnant. Cette résistance peut être constante ou dépendante de la vitesse. Donc, elle peut être constante dans le cas du frottement sec, on va le voir, ou dépendant de la vitesse, c'est le cas du frottement visqueux. Alors, frottement de contact solide. Donc, on va considérer un frottement, ce qu'on appelle le frottement sec, ou le frottement entre deux solides, un frottement de contact. Donc, je considère une brique sur un sol. Et entre la brique et le sol, il y a du frottement.
Ça veut dire que pour déplacer cette brique, il faut utiliser une certaine force F. Alors, ça c'est la surface apparente. Quand on fait un agrandissement de la surface apparente, nous regardons que les deux surfaces sont rugueuses. Sath khashin. Donc, la brique, elle a une surface rugueuse. Sath khashin. La même chose que le sol, ardiya. Donc ici, nous avons des contacts entre la brique et le sol. Donc, ces contacts-là vont empêcher le mouvement. Donc, si j'essaie de déplacer la brique par rapport au sol, donc ces contacts-là vont empêcher le mouvement. Donc, d'un point de vue expérimental, pour déplacer la brique, si je mesure la force pour déplacer la brique, donc, j'ai la force en augmentant la force. Donc, au début, en fonction du temps, donc au début, j'augmente la force. Donc, la force va augmenter. À un certain moment, elle va atteindre un maximum. Et à partir de ce maximum-là, la brique va commencer à avancer. Et la force va se stabiliser. Donc, ce point-là, correspondant au début du glissement, va nous permettre de calculer la force nécessaire pour déplacer la brique. Ensuite, cette force-là va légèrement diminuer et elle va me donner la force nécessaire pour maintenir la brique en mouvement. Donc, لازمنا القوة الأولى باش نحركوا لا بريك. Ensuite, بعد ما تتحرك لا بريك القوة تنقص شوية، تنقص légèrement et elle va nous donner القوة ضرورية باش نتمكنوا أننا باش لا بريك تبقى تمشي. Voilà, باش لا بريك تبقى تنسحب. Donc, avant le début du glissement, on a un frottement statique. Donc ça, c'est un frottement statique. Après le début du glissement, c'est le frottement dynamique. Donc, tout ce qui se passe avant que la brique ne commence à avancer, c'est le frottement statique. Après ça, c'est le frottement dynamique. Donc, vous pouvez voir que on va avoir une force statique et une force dynamique qui vont permettre de définir le coefficient de frottement معامل الاحتكاك statique, le coefficient de frottement statique, et le coefficient de frottement dynamique, معامل الاحتكاك dynamique. On va calculer le mouvement de frottement statique. Donc, voilà, je vais prendre une surface inclinée. Je vais mettre la brique, une brique sur cette surface. On va dire lorsque phi égale à 0, donc la brique est posée sur le sol. Et je vais commencer à incliner le sol. Ça veut dire que je vais commencer à augmenter phi. Donc phi à partir de 0, j'augmente phi. Lorsque j'atteins une certaine valeur, la brique va avancer. Donc quand la brique commence à descendre, je prends la valeur de ce phi-là. Alors, je fais la projection. Donc la réaction est toujours opposée au poids de la brique. Je décompose la réaction de composantes N et F. Donc Fr ou bien la composante tangentielle, c'est la force de frottement. Et N, c'est la réaction du sol sur la brique. Donc ces deux composantes vont me donner R. Ce qui m'intéresse, c'est le Fr. Donc je calcule tangente phi. Donc phi, il est là. Et je le retrouve ici. Donc tangente phi, ce n'est que Fr sur N. Tangente phi, et j'ajoute l'indice S pour dire statique. Donc phi S, tangente phi S, est égal à la force de frottement sur N et c'est mu S. Donc le coefficient de frottement statique, c'est le rapport entre la force de frottement et N, la force normale, au plancher. C'est le tangente de phi S. Maintenant, après décrochage au début du mouvement, quand la brique commence à avancer, donc j'ai un phi D qui est légèrement inférieur à phi S. Donc, tangente phi D est égal à Fr, la force de frottement sur N. Et c'est mu D aussi. Donc, sachant que la force de frottement Fr en dynamique est légèrement inférieure ou bien égale à la force de frottement en statique. Donc, mu D est le coefficient de frottement dynamique qui est légèrement inférieur ou bien égal dans la plupart des cas à mu S. Donc, on va voir quelques coefficients de frottement représentant quelques types de contacts. Alors, la force de frottement, ses caractéristiques, elle est proportionnelle à la charge nominale.
Ça veut dire plus la charge augmente, plus le frottement augmente. Je retourne en arrière. Regardez, la force de frottement égale N fois mu S. Donc, plus le N est grand, la force nominale, plus F est grand. Indépendante de la surface de contact et des dimensions. Donc, vous pouvez voir qu'elle est indépendante des dimensions de la surface de contact. Elle dépend uniquement de la nature des surfaces de contact. حالة السطح خشن أو أملس. Mais la dimension de la surface كبيرة ولا صغيرة, ça n'a aucune influence sur la force de frottement. Indépendante de la vitesse. Donc, le frottement de contact sec, elle est indépendante de la vitesse V. La constante dans le modèle de Coulomb en dynamique. Donc, le modèle de Coulomb qu'on appelle le modèle de frottement sec, la force de frottement, elle est constante. Alors, quelques valeurs du coefficient de frottement. Donc, j'ai les matières en contact, le coefficient de frottement statique et le coefficient de frottement dynamique. Donc, pour un contact acier-acier avec surface sèche, donc le coefficient de frottement statique est de 0,6, qui peut descendre à 0,1 avec de la graisse entre les deux surfaces. Le coefficient de frottement dynamique est de 0,4, qui peut descendre à 5% avec un graissage entre les deux surfaces. Alors, le contact téflon-acier. Donc, le contact téflon-acier, le coefficient de frottement statique est de 0,04, 4%, il est très faible. Et le coefficient de frottement dynamique est égal au coefficient de frottement statique. Donc, le téflon est une matière qu'on utilise sur les ustensiles de cuisine. Donc, on utilise ça sur les poêles de cuisine. Donc, on fixe du téflon sur de l'acier ou de l'aluminium. Comme ça, notre poêle, lorsqu'on fait cuire des aliments, donc les aliments ne collent pas. Laiton acier. Donc, le laiton est un alliage de cuivre et le coefficient de frottement du laiton est faible par rapport à celui de l'acier-acier. Donc, le contact laiton-acier, le coefficient de frottement statique est de 0,5 et le coefficient de frottement dynamique est de 0,4. Alors, caoutchouc sur route sèche. Par exemple, le caoutchouc, c'est la matière utilisée pour les pneus. Donc, regardez, sur une route sèche, le coefficient de frottement est de 0,9. Alors, il peut descendre à 0,15 lorsque la route est humide. Et le coefficient de frottement dynamique est de 0,8 et il peut descendre à 0,1 sur une route humide. Alors, le coefficient de frottement d'une corde sur un métal, une poulie en métal, il est de 0,3 en statique et 0,2 en dynamique. Donc, il faut lire ces coefficients-là comme des pourcentages. Qu'est-ce que ça veut dire le coefficient de frottement statique téflon acier égale 0,04? Ça veut dire si vous avez une masse de 100 kg en acier sur un plancher en téflon, il suffit juste une force de 0,04%, donc N égale, la force normale est égale à 100, donc la force de frottement c'est mu S fois N, donc 4 kg. Donc une force de 4 kg permet de déplacer une masse de 100 kg d'acier sur du téflon. Alors que lorsque vous avez de l'acier sur de l'acier, il faut une force de 60 kg pour déplacer une masse de 100 kg. La même chose, si vous avez une voiture qui pèse 1 tonne sur la route sèche, donc il faut à peu près 900 kg, une force de 900 kg ou bien 9000 newtons pour déplacer la voiture. Alors que sur une route humide, le coefficient de frottement peut atteindre 0,15. Donc là, une voiture d'une tonne, donc quand la route est humide, quand il y a de l'eau, ça veut dire il faut juste 150 kg, une force de 150 kg et vous pouvez déplacer une masse d'une tonne. Alors maintenant on va passer à un autre type de frottement qui est le frottement visqueux. Le frottement visqueux est représenté par une masse plongée dans un fluide. Le frottement exercé par un fluide sur un corps solide en mouvement. Donc nous avons 3 types d'approximation du frottement visqueux. Donc, pour des vitesses inférieures à 5 mètres par seconde, par exemple dans l'air, la force de frottement est proportionnelle à la vitesse. Donc, c'est moins alpha V. Le alpha est le coefficient de frottement visqueux. Pour pour des vitesses comprises entre 5 et 20 mètres par seconde, donc des vitesses moyennes dans l'air, la force de frottement
est proportionnel à V carré. Donc c'est moins alpha V carré. Pour de grandes vitesses dans l'air, la force de frottement est proportionnelle à V à la puissance n avec n supérieur à 2. Donc il y a toujours le moins, n'oubliez pas, parce que la force de frottement est toujours opposée au mouvement, donc à la vitesse. Donc les lois du frottement visqueux sont empiriques. Empiriques, ça veut dire sont déterminées au laboratoire par des expériences. Donc l'opposé d'empirique, c'est analytique. Donc tout ce qui est équation analytique, c'est des équations calculées en utilisant des lois mathématiques telles que par exemple l'équation différentielle du mouvement, c'est une loi analytique. Alors que les lois de frottement, c'est des lois empiriques, ça veut dire déterminées en laboratoire par des expériences. Ce qu'on appelle les lois expérimentales et approximatives. Force élastique maintenant. On va s'intéresser à la force élastique. Donc, l'élasticité est un sujet qui a été traité pour la première fois par Robert Hooke, qui est un scientifique anglais. Donc, il a travaillé sur les ressorts des montres. Donc, il voulait trouver une formule pour améliorer la précision des montres utilisées de l'époque, les montres mécaniques. Si on fixe une masse au ressort, donc la masse est représentée par un poids matériel de poids P, mg. La force élastique dans le ressort est opposée à P. Elle est toujours opposée au mouvement. Donc nous avons P qui tire vers le bas, donc la force élastique résiste vers le haut. La force élastique est égale à moins K fois le déplacement, donc c'est Hooke qui a montré que dans une certaine plage, la force élastique est proportionnelle, est une relation linéaire du déplacement, donc est égal à moins K, donc X ici c'est le déplacement, donc le déplacement quand M se déplace, ça va être la longueur finale moins la longueur initiale. Voilà, ça c'est la longueur après allongement moins la longueur initiale et c'est orienté selon I, donc je considère que l'axe X est l'axe vertical, donc son vecteur unitaire c'est I. Donc K c'est la constante élastique du ressort ou bien la raideur du ressort. معامل المرونة النابض. L'unité SI c'est le newton par mètre. Le signe moins dans l'expression de la force élastique vient du fait qu'elle est toujours opposée au déplacement. Donc comme la force élastique est toujours opposée au déplacement, donc il y a toujours un signe moins. Ça c'est la force élastique. Alors la force centrale. Alors nous avons dans un mouvement circulaire, on a vu ça en cinématique, l'accélération normale ou bien l'accélération centripète est égale à V carré sur R. Donc le poids matériel, il tourne autour d'un autre point, d'un centre, et ce point-là, il a une vitesse V, donc l'accélération normale, c'est V carré sur R. Donc je multiplie l'accélération normale par la masse du poids matériel, j'obtiens la force normale. Donc la force centrale est égale à M à N, donc centripète, موجهة للمركز, est égale à M fois l'accélération à N. Et comme AN, elle est dirigée vers le centre et ER est dirigée vers l'extérieur. Donc, il y a un moins. Donc, c'est moins mv carré sur R fois ER. ER étant le vecteur unitaire porté par R. Donc, AN, c'est l'accélération centripète orientée vers le centre de la trajectoire. Markezia, تسارع مركزي. Et Fn, c'est une pseudo-force. C'est pas une force matérielle. C'est une force inertielle ou bien une pseudo-force. C'est presque une force, on appelle ça force, mais c'est pas une force matérielle exercée par exemple. Les forces matérielles par exemple, les forces exercées, les forces de contact, c'est des forces matérielles. Ça veut dire quand je pose un poids sur un sol, donc le poids est une force matérielle exercée par la masse. Alors que ici, la force elle est produite par l'accélération. Donc dès que le mouvement s'arrête, cette force va disparaître. Pseudo-force, شبه قوة. Ceci termine le chapitre de dynamique du poids matériel. Merci pour votre attention. Salam alaikum.